Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans Elle d'Afrique, nous recevons une femme de conviction à la croisée de l'éducation, de l'écriture et de l'engagement. Première femme noire proviseure d'un lycée parisien, Maï Traoré porte une parole forte sur l'égalité, la transmission et les réalités du système éducatif. À travers son parcours et ses livres, elle interroge, dérange parfois, mais surtout elle ouvre des perspectives et redonne du pouvoir à toute une génération. Maï, bonjour, quel plaisir de vous recevoir dans Elle d'Afrique. Oui, bonjour Yasmine, un vrai honneur, merci pour votre invitation. Allez, sans plus tarder, on part sur votre parcours, on y va. Alors, votre trajectoire à vous, en fait, elle vous emmène du Mali à la France, mais elle démarre surtout à la maison. Cette origine malienne, vous l'avez toujours transportée avec vous, Maï Traoré? Absolument, ça fait partie de mon identité, de mes identités, et je l'ai toujours avec moi sur mes épaules et partout dans ma personne, puisque je suis née sur le sol malien, dans la ville de Bamako. Et ensuite, j'ai partagé une partie de ma vie entre mon enfance à Koulikoro et à Bamako, puis mon enfance ici à Paris, dans une ville de banlieue qui s'appelle Clichy-la-Garenne. Alors, vous dites justement que vous avez grandi dans un environnement où les traditions, les récits oraux et l'intergénérationnel jouent un rôle central entre votre grand-mère, entre votre mère. Alors, comment ça se passait à la maison, justement ? Eh bien, ce sont ces femmes qui sont des femmes fortes, des femmes puissantes, comme le sont d'ailleurs toutes nos mamans et nos grands-mères et arrière-grand-mères, qui sont des femmes combattantes et combatives, qui n'ont jamais rien cédé, malgré la dureté de la vie, malgré les combats, qui m'ont amené, moi, à partir de 7 ans, à être dans une forme de révolte, une forme de révolte silencieuse d'abord, parce que j'ai tout de suite compris dans la société africaine, malienne, dans laquelle je suis née au siècle dernier, n'est-ce pas, qu'il ne s'agissait pas tout de suite de prendre la force, la parole, mais qu'il fallait construire avec patience, avec rigueur, les combats qui peuvent nous mener à notre indépendance et à notre vision qui est la nôtre et pas celle qui nous est toujours dictée. Mais alors ça, comment la petite fille que vous étiez, vous avez dit à partir de l'âge de 7 ans, j'ai compris ça, comment est-ce que vous avez intégré ces éléments-là et comment ensuite vous avez fait que votre parcours, votre formation serve cet objectif-là? Alors moi, j'ai toujours voulu être à la place où je suis, c'est-à-dire proviseur, et surtout diriger un lycée en étant chef. Ça veut dire quoi? Chef, ce n'est pas seulement être là pour le titre ou le pouvoir, c'est être celle qui décide en l'occurrence moi, pour pouvoir justement faire changer les trajectoires des personnes dont j'ai la charge, c'est-à-dire les élèves. Et cette observation et ces combats, je les construis, je le disais patiemment, parce que lorsqu'on est dans une société africaine dominée par les hommes, et toutes les sociétés d'ailleurs, très patriarcales, il faut observer un petit peu quelle est la place qui est assignée à la femme et quel est le contrôle qui est fait sur le corps des femmes pour pouvoir en fait combattre patiemment, mais avec conviction, qu'il faut qu'on change, justement, et que nous, les femmes, elles, nous ne sommes pas une sous-catégorie, justement. Et là-dessus, ça va passer par des livres, ça va passer par de l'observation, ça va passer par des paroles, donc les mots qui vont avoir une puissance absolue au niveau de la transmission intergénérationnelle, on en parlait, de comment est-ce que nos grands-mères nous racontaient les contes le soir quand on se couchait pour nous endormir, mais des contes qui sont chargés d'histoire, qui sont chargés de toute la tradition de la transmission et qui nous mettent, sans vraiment y prendre garde, des petites choses qui nous permettent d'avancer. Alors, vous dites, je suis la première femme noire proviseure d'un lycée parisien, ça veut dire que c'est une grande première. Comment vous vous êtes dit un jour,
eh bien, même si personne ne l'a jamais fait, moi, je vais le faire? Alors, c'est le journaliste avec lequel j'ai publié mon premier livre, Frédéric Béguin, qui est allé un petit peu regarder sur les trombinoscopes et les organigrammes de l'Académie de Paris pour se rendre compte qu'effectivement, avant ma nomination, en 1er septembre 2020, il n'y avait pas eu de femme d'origine africaine, Afrique de l'Ouest en l'occurrence, nommée sur un poste de chef sur l'Académie de Paris. Et ayant fait cette enquête et ce constat, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait effectivement ouvrir la voie. Et ouvrir la voie, c'est aussi être valeur d'exemplarité et montrer à des générations de jeunes femmes, jeunes filles, qu'elles peuvent devenir ce qu'elles ont toujours voulu, puisque moi, ça a été mon combat, le combat de devenir proviseur et d'avoir travaillé en banlieue, certes, mais de me dire qu'à Paris, il fallait aussi qu'il y ait une valeur d'exemplarité. C'est ce que je raconte dans le premier ouvrage. Et dans le deuxième, je rentre un peu plus en profondeur sur ce qu'est le métier de chef d'établissement de manière beaucoup plus concrète, avec vraiment des exemples, avec des anecdotes, avec du vécu, avec de l'expérience partagée. Alors justement, moi, proviseur, le journal impertinent d'une chef d'établissement combative, vous avez parlé tout à l'heure du rôle du chef, de sa position. Est-ce que c'est presque en fait cette position du chef tribal africain qui porte en fait comme sa grande famille autour de lui, et en l'occurrence pour vous, c'est autour d'elle, autour de vous? Alors la réponse est carrément oui, puisque mon identité étant multiple, mon identité de femme qui s'est construite de manière progressive entre mon pays de naissance, le continent de naissance aussi, l'Afrique, 54 pays, magnifique pays, très grand continent, vaste continent, est chargé d'une histoire, d'une richesse absolue dans laquelle je me suis toujours reconnue, dans laquelle j'ai été bercée, j'ai été nourrie. Donc avant d'arriver sur le continent européen, avant d'apprendre effectivement tous les us et coutumes de l'Occident, c'est d'abord l'Afrique. Et effectivement, lorsque en Afrique, on grandit avec cette idée d'un enfant est élevé par tout un village, moi, ma pratique de chef d'établissement, elle est ancrée véritablement sur ces traditions-là. C'est-à-dire que nous ne devons pas être que dans une forme très hiérarchisée, mais de manière collective, collégiale, permettant justement que l'élève, le jeune qui est confié par l'École de la République dans le cadre de sa formation intellectuelle, formation de citoyen, formation d'humain avec d'autres pairs, eh bien, il puisse être encadré, il puisse être protégé, il puisse être dans une situation sereine d'apprentissage par tous les membres de la communauté éducative, communauté scolaire, avec effectivement un chef qui dirige et qui donne un peu le là, comme on aime le dire, et qui montre par l'effet chef d'établissement qu'elle peut être aussi au sein de nos écoles la vision que nous avons les uns les autres, c'est-à-dire qu'à seul, on ne peut rien, mais à plusieurs, on peut énormément. Et ça, c'est propre à notre Afrique, chérie, je dirais. Alors, puisqu'on parle d'ouvrage, puisqu'on parle de livres, il y a aussi « Je suis noire, je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Ça, c'est... Alors, expliquez-nous ce titre, Maï Traoré. Alors, ce titre, il est provocateur parce qu'il est librement inspiré de ce que Ray Charles aurait dit, semble-t-il, à un journaliste en Géorgie en pleine période de ségrégation, n'est-ce pas, que les États-Unis ont pu connaître. Un journaliste qui lui demandait, Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas trop dur de ne pas pouvoir voir votre public, vous qui êtes un grand jazzman idolâtré, et d'être là, aveugle. Et il aurait eu cette réponse que je trouve chargée d'humour. Mais non, ce n'est pas grave d'être aveugle, il y a pire, j'aurais pu être noire. Et donc, je trouvais cela absolument adapté au contenu de mon livre, au contenu aussi de mon parcours de jeune fille, jeune femme noire,
qui a toujours eu à sillonner entre les traditions et la modernité, entre les interdits et les autorisations qu'on s'octroie et que je suis allée chercher par véritablement avec la force, la vigueur, l'envie de me rendre indépendante, de vivre mon indépendance et surtout de vivre ma vie et de ne pas être là pour rassurer qui que ce soit ou ceux qui souhaiteraient me voir dans une case, dans une forme, et que m'enfermer dans ça, c'était impossible pour moi. Et du coup, lorsque l'écriture de l'ouvrage a commencé petit à petit et que j'étais en recherche de titre, je me suis dit que ce titre pouvait refléter véritablement les combats qui étaient les miens, c'est-à-dire je suis noire, je ne dis pas black, je suis noire, je suis une femme noire et très fière d'être femme et femme noire et noire, donc je l'assume totalement et j'en suis fière. Pour ceux qui ça dérangerait éventuellement, je ne suis pas non plus dans la complainte, mais je n'oublie pas pour autant toute l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de la position qui a pu être celle des êtres humains de couleur noire qu'on pu subir, femmes ou hommes. Et puis bien évidemment, le clin d'œil pour j'aurais pu être une femme. Bien évidemment, j'en amenais à la critique de la société patriarcale qui est à la fois en Afrique et en Occident, puisque de ce côté-là, c'est balle au centre, hein, ouais. patriarcat. Alors, justement, toutes ces cordes à votre arc, ou tous ces arcs que vous portez entre la femme, la proviseure, la chef, l'écrivaine, tous ces éléments-là, ils s'imbriquent comment dans un quotidien de femme africaine, justement? Ils s'imbriquent avec qu'on fait, quand on est femme africaine, comme vous dites, on fait plus d'efforts, on doit montrer 2 à 3, 4, 5 fois plus qu'on est à la bonne place, qu'on n'est pas illégitime, qu'on est en total accord avec ses convictions, ses combats, mais aussi ses compétences. Compétences qu'on a obtenues, qu'on a acquis grâce au travail, grâce aux examens, grâce au concours, grâce à l'apprentissage, pour pouvoir justement être à la hauteur. Donc c'est compliqué des fois, il y a des moments où on est plusieurs, hein, dans un seul être. Absolument, absolument. Allez, justement, ça nous amène à tous les challenges que vous avez pu vivre ou que vous continuez à vivre. On ouvre le volet, justement, on y va. C'est sans phare et sans langue de bois qu'on en parle, Maë, justement. Alors, vous avez dit, pour revenir à ce que vous avez dit au tout début de l'entretien, vous avez dit très petite, j'ai compris qu'il fallait que je regarde, que j'observe, que je construise petit à petit pour ne pas déranger, pour ne pas bousculer. Aujourd'hui, vous êtes cette femme, écrivaine, proviseure, cette femme qui a toute cette lucidité. Est-ce que vous dérangez un petit peu votre environnement proche d'origine, cet environnement, cet écosystème malien en particulier? Au niveau de la communauté malienne, non, je ne pense pas que je dérange. Je pense, moi, l'objectif d'ouvrir et d'avoir une urgence d'écrire et de prendre la parole, c'était surtout pour donner à voir que c'était possible. C'était surtout ça. Par contre, je pense que je dérange beaucoup de racistes. Je n'aime pas dire que la France n'est pas un pays raciste, mais qu'il y a des racistes très nombreux et de plus en plus, malheureusement, en France. Et ces racistes-là, ils ont maintenant la parole qui est décomplexée, mais totalement décomplexée. Très récemment, quelqu'un est venu lors d'une conférence, à l'issue d'une conférence, m'interpeller pour me dire que mon premier livre était un livre racoleur, avec un titre racoleur. Et ça, c'est absolument scandaleux, c'est ignoble, mais ces genres de rencontres sont des personnes racistes qui, eux, effectivement, ont beaucoup de mal à voir de nos jours, en 2026 et à l'horizon 2030-2050, des jeunes femmes ne plus du tout correspondre
au spectre dans lequel ils veulent nous mettre. Et ça fait partie de mon quotidien, mais ça me renforce. Ça me donne beaucoup plus de courage et de vigueur pour remettre le travail, le bleu de travail là, que j'ai, puisque moi je travaille dans un lycée polyvalent, et de retrousser les manches et de continuer le combat. Et nous allons rajouter tout ce qui le dérangeait, parce que nous ne baisserons pas les yeux, nous n'arrêterons pas de vivre, faire plaisir, justement. Alors, pourquoi j'ai parlé de la communauté malienne, ou plutôt de l'entourage proche, la famille, parce que c'est ce que vous avez dû gérer au tout début, en fait. C'est ce que vous avez dû comprendre au tout début. Et donc, à vous entendre, cette communauté, on va dire, patriarcale, qui met la femme dans une position, l'homme dans un autre, etc., a complètement accepté l'évolution de Maï, a complètement accepté, en fait, cet engagement. Et puis, la communauté, on va dire, ou l'environnement qui était supposé être plus accueillant, plus ouvert, a eu plus de mal. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ce que je disais pour la communauté, au moment où, à 7 ans, j'essayais plutôt, moi, d'être en révolte silencieuse à l'époque, c'est que lorsque vous êtes femme et que vous sortez de ces rangs, et que vous essayez, notamment par l'habit vestimentaire, n'est-ce pas, quand vous portez des pagnes et que vous ne montrez pas trop vos formes, à l'époque, hein, parce que je pense que les sociétés évoluent. On est dans les années 70-80, quand moi je suis jeune, et vous correspondez aux standards de la société et du patriarcat qui veut qu'une femme se doit d'être couverte, se doit de ne pas mettre de pantalon à l'époque ou de faire du vélo. Et donc, moi, je vais observer ces interdits et essayer justement de les contourner. Parce que je vais effectivement commencer à porter des pantalons quand j'étais jeune fille au Mali. Je vais commencer par faire du vélo. Je vais commencer par avoir une bande de copains, de camarades avec lesquels je vais pouvoir, plutôt que de faire des jeux et des amusements de jeunes filles, mais plutôt aller avec les garçons, marcher, aller sur les champs de maïs, rentrer tard, marcher pieds nus, escalader les murs, etc. Parce que justement, j'estimais, moi, que je n'avais pas à être assignée, à être mise sur une place déjà prédisposée de la jeune femme qui doit travailler, qui doit être sérieuse, qui doit être disciplinée, qui doit être respectueuse, pour ensuite se marier, faire des enfants et puis faire de la production. Donc déjà, c'est en ça qu'à partir de 7 ans, j'avais une révolte en moi, j'avais un feu. Et puis, bien évidemment, maintenant, au niveau de la communauté, peut-être que le fait que certains me voient arriver à ce poste-là, je n'ai pas interrogé pour savoir si ça dérangeait, mais j'ose croire que les mentalités ont évolué et que chacun pense que sa fille peut, comme son garçon, espérer à une forme d'indépendance et une forme de liberté propre. Alors, on va passer à notre dernière rubrique, celle de la transmission. Et je sais combien c'est important pour vous, justement, cette transmission, et surtout transmission transgénérationnelle. On y va. Vous avez grandi justement, Maï, dans cette transmission, même si vous l'avez questionné en quelque sorte tout au long de votre parcours pour vous construire vous-même. Aujourd'hui, en tant que proviseur, chef d'un établissement, est-ce que pour vous, un établissement scolaire est aujourd'hui et reste un lieu de transmission? Absolument. C'est le lieu par définition, par essence de la transmission et de la transmission, de la construction du futur citoyen surtout, pas que de la transmission. J'aime à dire que je dirige un petit Matignon, parce qu'un établissement scolaire, c'est aussi tout un ministère avec énormément de partenaires, puisque c'est une communauté. Donc, lorsqu'on est chef d'établissement, on dirige un petit Matignon. Dans ce petit Matignon, l'élève est un acteur au cœur où il faut qu'on construise. Donc, moi, je suis un lycée qui fabrique. Je fabrique du citoyen, c'est vraiment le lieu par définition. Et la transmission intergénérationnelle, elle est d'autant plus vraie lorsqu'on est en lycée polyvalent comme le mien, où on va accueillir des élèves du Bac-3,
Donc, sortant tout de suite de la classe de collège, ils ont eu leur brevet. Ils rentrent en seconde au lycée et on va côtoyer aussi des élèves. Ceux-là, des élèves entrants vont côtoyer des élèves qui, eux, préparent leur licence, le grade de licence. Donc, dans mon lycée, nous avons des élèves du bac-3, bac+3 et bien évidemment, l'apprentissage, la formation professionnelle qui est ouverte aussi et les reconversions. Donc, ça veut dire que dans une classe de CAP chez moi, je peux avoir un élève qui a 15 ans, excuse-moi, un élève de 15 ans qui va côtoyer dans la table d'à côté où il va travailler de ses mains pour faire un vitrail que vous voyez derrière mon dos ou une décoration sur verre avec les boîtes en verre aussi qui sont là, ou de la peinture sur du verre, un adulte de 50-55 ans qui, lui, est venu en reconversion pour apprendre le même métier. Donc, dans un même atelier, nous allons nous retrouver vraiment sur cette interrelation qui est fabuleuse, qui est fantastique et qui permet justement qu'un petit collégien, 15 ans, mineur, puisse être avec un bachelier de 18 ans, plus un adulte, et tout le monde travaillant dans une même dynamique avec un professeur qui, lui, pour le coup, est là pour donner la ligne pédagogique et a été formé justement à passer de la demande de l'un à l'autre, puisque les attendus ne sont pas les mêmes et puisque les progressions et la rapidité non plus ne sont pas les mêmes, mais chacun est là pour le même diplôme, c'est-à-dire l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, l'obtention du brevet professionnel ou l'obtention du diplôme de l'ENMAD, qui est le grade de licence. Donc, c'est primordial qu'il y ait des écoles où on peut justement faire côtoyer toute cette génération, ce niveau d'âge, les uns avec les autres. Alors, vos récits, vos livres aussi sont une forme de transmission, avant tout à ces jeunes qui vous côtoient au quotidien? J'essaie vraiment de leur transmettre ce que moi, je pilote vraiment mon lycée pour des valeurs. Mes valeurs républicaines, mes valeurs africaines, qui mélangées avec un tout de valeurs occidentales, d'une culture occidentale, ici à Paris, pour qu'ensemble, vraiment, nous fassions nation, nous fassions société, et qu'ensemble, l'école puisse être vraiment au cœur de la fabrique du citoyen, éclairé, capable de penser par lui-même, et qui sortent des dogmes pour pouvoir se dire je peux ne pas me faire manipuler et je peux réfléchir par moi-même et avancer dans cette société en respectant ma vision qui est aussi une vision individuelle mais une vision collégiale puisque la nation en a besoin. Maï Traoré, merci infiniment d'avoir été aujourd'hui avec nous dans Elle d'Afrique. C'était un plaisir. Merci infiniment à vous pour votre invitation. Je suis très honorée d'avoir participé. Je vous souhaite un plein succès sur cette belle émission de Elle d'Afrique. Merci beaucoup. Bonne journée, Maï. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rendez-vous à redécouvrir, bien sûr, sur la chaîne YouTube Média TV Afrique. Et puis un grand merci à toute l'équipe en régie. Au revoir et à très vite.